Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière soirée de l'éducation physique et sportive. Dispense de l'EPS, où est le problème? Madame, je ne peux pas faire EPS aujourd'hui, je suis dispensé. Qui n'a jamais entendu cette phrase dans un de ses cours d'EPS? Et pourtant, la différence est faite depuis de très nombreuses années. Mais dans certains règlements, on voit encore persister le mot dispense d'éducation physique encore dans de nombreux textes. Le nombre de dispenses en EPS est peut-être le symptôme d'une jeunesse qui fuit les séances d'EPS. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à ne pas vouloir assister aux cours d'EPS? Regard des autres, difficulté à bouger son corps, peur de ne pas savoir. Les dispensés évoluent aussi en fonction des activités réalisées. Le nombre de dispenses augmente brutalement lors des cours de courses longues ou de natation. Pourtant, une partie des jeunes est dispensée par le médecin, sans même savoir si l'enseignante de PS ou l'enseignant peut prévoir une adaptation en fonction de ses inaptitudes. Dispense en EPS, où est le problème? Quelle solution? Regard sur un phénomène de société, effet loupe d'une EPS à questionner. Avec nous pour en parler ce soir, plusieurs invités que je vous présenterai tout au long de cette soirée. Dispense, de quoi parle-t-on? Les règlements intérieurs font référence au mot de dispense, d'autres parlent d'inaptitude. Pour autant, l'article 1 du décret 88-971 de 88 fixe les dispositions suivantes. Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré qui évoquent une inaptitude doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, les indications utiles pour adapter à la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. Le texte est clair. Le certificat médical est censé donner à l'enseignant un ensemble d'informations pour l'aider à adapter ses propositions pédagogiques aux incapacités fonctionnelles de l'élève inapte. Nous sommes en présence ce soir de notre premier invité, Armel Gontier. Bonsoir Armel. Bonsoir. Armel, tu es membre de la direction nationale du SNEP et du secteur action juridique. Alors, la première question pour introduire le sujet, est-ce que nous avons des données institutionnelles sur le nombre de dispensés en éducation physique et sportive? Alors bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Bruno. Eh ben, étonnamment, quand on se base sur le travail qui a été fait par le Conseil des sages sur la laïcité en 2020, il y a une absence de données chiffrées. Au plan national, mesurant l'ampleur du phénomène. Et cette enquête indique que les absences de, par exemple, en cours de natation, puisqu'elle se penche sur ce sujet-là, ne constituent pas un phénomène massif. Donc, on manque d'éléments. Donc ce serait certainement un travail à faire à l'avenir pour mieux comprendre et puis ne pas généraliser et mieux comprendre les raisons de l'évitement, comme tu le soulignais. Le Conseil des sages a relevé notamment un taux d'absentéisme en visitant des classes allant de 18% sur une période de 5 ans à 35% pour les élèves d'une classe de seconde. Donc on verra plus tard dans la soirée les raisons de ces évitements, comment on peut trouver des réponses, mais en tout cas c'est pas un phénomène massif, mais c'est quand même ça correspond à la réalité du terrain pour les beaucoup d'enseignants de PS et il faut y trouver une réponse et essayer de c'est ce qu'on va essayer d'apporter ce soir quoi. Il y a également la Commission nationale des examens qui a publié des données en juin 2023. Donc on a des comparatifs entre les données de 2023 et de 2019. Et ce que l'on peut voir, c'est quand même il y a un net recul des inaptitudes, mais encore malheureusement, les inaptitudes pour les filles sont largement supérieures. Et ce que l'on peut noter surtout, c'est que le nombre de protocoles adaptés est faible, donc c'est-à-dire des protocoles prenant en compte les inaptitudes. Donc là, on parle bien d'inaptitude et pas de dispense. Donc il va falloir qu'on clarifie ces deux notions. Mais ces chiffres sont importants à avoir en tête pour voir l'évolution et la prise en compte réelle des enseignants et des enseignantes de PS sur le terrain de cette problématique. Bon, concrètement, inaptitude, dispense, est-ce qu'on est sur une différenciation un peu d'ordre professionnel qui vise à clarifier un jargon? C'est quoi la différence euh, du point de vue de l'élève? Est-ce que c'est vraiment important de faire cette différence-là au-delà du fait que c'est écrit dans les textes? Quelles sont les conséquences? Je pense qu'au-delà de l'élève, il faut que les enseignants et les enseignantes fassent cette distinction parce qu'elle n'est pas très claire. Euh, Dès 89, ça a été clarifié dans la législation où il était indiqué qu'il convient de substituer la notion d'inaptitude à celle de dispense. Donc pour être clair, l'inaptitude résulte d'un acte médical et la dispense est un acte administratif. Voilà. Donc quand vous recevez en tant qu'enseignant ou enseignante
un certificat médical. Ça correspond à une inaptitude totale ou partielle. Et à ce moment-là, vous devez être en mesure d'adapter votre enseignement. Et si ce n'est pas possible, pardon, ça résultera sur une dispense partielle ou totale. Et donc là, après, ça sera le chef d'établissement ou la chef d'établissement qui signera la dispense, mais en accord avec le professeur ou la professeure d'EPS. Donc, formellement, dans la loi, qui a le droit de dispenser un élève de cours d'éducation physique et Eh bien, c'est sportive? un acte administratif, donc en vérifiant qu'il n'y a pas de solution pédagogique pour répondre à l'inaptitude totale ou partielle, c'est une décision de l'enseignant d'EPS qui est validée par son chef d'établissement. D'accord. Merci Armel. Alors, Merci. justement, pour continuer un peu à explorer le phénomène, il y a un groupe qui a lancé un travail dans l'Académie de Rennes, impulsé notamment par le docteur Chat, médecin conseillère auprès de la DRAGES, c'est la délégation régionale et académique jeunesse, engagement et sport. Elle a réalisé ce travail avec une IAIPR, et on a aussi présent ici Teddy Mayeko qui a participé à ce travail-là, Isabelle Coudon en tant que IAIPR à collaborer avec ce médecin scolaire pour essayer un peu d'explorer comment travailler à la création de dispositifs particuliers pour avancer et essayer de faire un pas supplémentaire au sein de l'éducation physique et sportive par rapport aux dispenses. Alors, tout de suite, elle ne pouvait pas être présente avec nous ce soir, donc on a réalisé en anticipation une interview. Donc, place à l'interview du docteur Chat. Bonsoir, merci Sophie Chat d'avoir accordé pour cette soirée de l'EPS une interview. Donc vous êtes pas disponible ce soir, mais on tenait vraiment à ce que vous puissiez apporter votre regard à cette question-là, justement par le travail que vous avez engagé. Donc vous êtes médecin du sport et vous êtes aussi conseillère au niveau de la DRAGES à Rennes, en Bretagne. Donc la DRAGES, c'est la direction régionale académique jeunesse et sport. Et vous avez engagé, il y a maintenant 6 mois, un an, l'année dernière, un travail avec les IAPR de Rennes, et notamment avec Isabelle Couédon, autour des élèves dispensés en éducation physique et sportive, pour voir un petit peu ce qui était possible de faire. Alors, moi, ma première question que j'avais envie de vous demander, c'était qu'est-ce qui a motivé cet engagement et ce travail autour de cette question-là? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le processus et sur le constat que vous avez vous-même réalisé en tant que médecin du sport? Oui, bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette possibilité qui m'est donnée de m'adresser à vous. Ma mission principale, c'est vraiment de promouvoir la mobilité, l'activité physique pour tous, à tous les âges de la vie, quelle que soit la situation, pour être en accord avec la stratégie nationale sport-santé 2019-2024 qui incite la population à se mettre en mouvement parce qu'on a un gros déficit d'activité physique en France et dans le monde entier, hein, puisque tout ça même part de l'OMS. Hein, l'OMS incite tous les pays à mettre la population en mouvement, adopter des modes de vie plus actifs et à être moins sédentaires et moins inactifs. Donc le constat, il est mondial, il est national, il est régional. Et donc dans ce cadre-là, on s'est rapproché, on travaille en étroite collaboration avec le rectorat. Et donc Isabelle Couédon avait très vite identifié cette question des dispenses entre guillemets, puisque le terme normalement même n'existe plus, ne doit plus être utilisé au quotidien, parce qu'il est réservé à la situation de la dispense d'EPS pour le passage d'un examen, mais au quotidien, on parle d'inaptitude. C'était la première bataille d'ailleurs, hein, lutter contre cet usage erroné du terme. Et bien qu'on le voit encore écrit en gros partout, hein, venez déposer votre dispense ici ou là. Donc il y a ce constat bilatéral, hein, d'un côté Jeunesse et Sport et ministère de la Santé qu'il faut absolument inciter les jeunes à augmenter leur niveau d'activité physique parce qu'on fait ça face à une situation inquiétante. Hein. La France, les adolescents français sont au 119e rang mondial en termes d'activité physique. Ils sont en moyenne 80% à ne pas atteindre les recommandations de l'OMS qui sont de 1 heure d'activité modérée à intense par jour. Et voilà, si on observe les Français, on voit qu'en gros, à 80%, ils font 40 minutes d'activité dans la journée au lieu de faire 1 heure. Euh, et ça a un impact sur leur santé immédiate, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des diabètes de type 2, on voit apparaître bien sûr du surpoids, de l'obésité, il y a déjà des débuts d'hypertension artérielle, etc. Et puis la santé future, parce que si on ne change rien, ça veut dire qu'on va avoir une explosion des maladies chroniques. Ça a même été
modélisé, hein. L'OMS prévoit que entre 2020 et 2030, il y aura 6 millions de nouveaux cas de maladies non transmissibles, donc maladies cardiaques, maladies respiratoires, diabète, cancer, liées au manque d'activité physique, pour un coût de 10 milliards d'euros. Voilà, on a une explosion, c'est la préoccupation. Ces maladies qui sont liées au manque d'activité physique sont maintenant la première cause de mortalité dans le monde, ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Un quart pourrait être évité si toute la population suivait les recommandations de l'OMS en matière de mouvement quotidien. Donc on s'est dit, ça serait l'idéal, ça serait qu'il y ait un document unique qui soit mis à disposition de l'éducation nationale et remis mis à disposition et promu auprès des médecins et aussi des familles ou des établissements scolaires pour qu'on n'ait pas à se gratter la tête à chaque fois en se disant qu'est-ce que je vais demander aux médecins, parce que les médecins fonctionnent beaucoup en roue libre avec les documents qu'ils ont des fois depuis 20 ou 30 ans. Et évidemment, ça ne correspond pas à la demande et ça ne correspond pas aux situations qui sont qu'on doit adapter à chaque fois la situation à la préconisation à l'enfant qui est en face. Si on veut augmenter l'activité physique, notamment des inaptes, ça veut dire qu'on doit être capable, en tant qu'enseignant d'éducation physique sportive, de pouvoir leur proposer, malgré tout, malgré leur inaptitude, d'avoir une continuité de l'activité physique en EPS. Voilà. Est-ce que vous avez là des grands champs qui ont émergé? Oui, effectivement, l'idéal, ça serait qu'on connaisse que les indications données par le médecin soient à chaque fois nécessaires et suffisantes pour, sans rompre le secret médical, mais pour aider l'enseignant en EPS à trouver une manière de contourner l'invalidité partielle, hein, que ça soit temporaire, une entorse, ou que ça soit sur plus long terme, parce que c'est quand même l'objectif premier, c'est quand même de mettre les enfants porteurs de maladies chroniques ou d'incapacités chroniques à l'activité physique, parce qu'on sait que quelle que soit leur situation, l'activité physique sera bénéfique à leur maladie. Alors, quand même, quand on est prof de PS, qu'on a un certificat médical qui arrive de la part d'un médecin qui dit, par exemple, pour un enfant ne peut pas pratiquer la course parce qu'il a de l'asthme, c'est compliqué pour nous de pouvoir engager malgré tout l'enfant ou le jeune dans une activité physique de course, par exemple. Donc, au-delà des adaptations qu'on pourrait éventuellement faire, on a toujours la peur de se dire, mais s'il se passe quelque chose, donc qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire dans ce cas-là? Oui, oui, bien sûr, je comprends tout à fait la frilosité de l'enseignant qui n'a pas envie de se mettre en danger. En fait, on sait d'abord que celui qui ne pratique pas est plus en danger que celui qui pratique parce que sa maladie va se dégrader, son état physique va se dégrader, le déconditionnement physique va s'augmenter. On sait que l'activité physique fait partie de la rééducation de la plupart des maladies. Non seulement c'est pas dangereux, mais en plus ça fait partie de la rééducation. Donc il faut se mettre en tête que, à part la situation où la maladie n'est pas contrôlée, et ça pourrait être le cas d'un diabète ou d'un asthme qui vient juste d'être diagnostiqué. Il faut se donner le temps de la prise en charge, de cette période d'équilibrage du traitement, d'éducation thérapeutique. Mais une fois que c'est équilibré, et c'est le cas très souvent chez beaucoup d'adultes, y compris les adultes diabétiques ou asthmatiques qui font du sport de haut niveau, une fois que c'est équilibré, au contraire, le retentissement sur l'enfant va être positif, puisqu'un enfant qui a une bonne condition physique va moins hyperventiler que celui qui s'essouffle pour un rien, et donc va moins déclencher de crise d'asthme. Donc au total, il fera moins de crise d'asthme s'il a un petit entraînement régulier physique, s'il a une bonne condition cardio-respiratoire, que s'il ne fait rien. Voilà, un enfant qui, une fois qu'on a passé la période d'adaptation et d'instabilité, normalement, il n'y a aucun problème. Oui, par exemple, la fréquence cardiaque peut être un des indicateurs. Vous dites, hein, le bon sens, bon, c'est si on fait courir, normalement, les profs de PS ont la formation pour savoir à quel type de fréquence cardiaque on peut faire travailler les élèves pour pas les mettre dans le rouge et Ne serait-ce peut-être que que l'élève. simplement, en sport santé, on utilise beaucoup l'échelle de Borg, qui est juste une échelle de ressenti, hein, sur une échelle de 0 à 10. Oui. Simplement, en fait, hein. Est-ce que je suis vraiment essoufflé? Est-ce que je peux continuer à parler pendant que je fais l'activité? Si on reste sur une plage d'activité modérée, c'est-à-dire je suis un peu essoufflé, mon cœur s'accélère, je transpire un peu, mais je peux encore parler pendant que je fais l'effort, cette échelle de ressenti est très fiable et nous permet de rester toujours dans une amplitude correcte. Il ne faut pas mettre l'enfant en difficulté, c'est tout. S'il est vraiment très très essoufflé, eh bien on arrête. Mais Mais on parle bien sûr pour des enfants qui sont en situation d'inaptitude ou d'asthme, parce que pour les oui, autres qui sont bah, pour pour les les autres, autres, nous, justement, on les fait
s'éprouver dans ces zones, parfois que certains appellent les zones rouges, pour ressentir que l'effort et l'intensité peut aller bien au-delà de ce qu'a priori ils pourraient penser. Bien sûr. Bien sûr, et d'abord réapprendre le goût de l'effort parce que c'est important et puis effectivement pour obtenir des résultats il faut pouvoir se mettre un petit peu dans le rouge aussi, hein. C'est comme ça que le corps progresse. On l'a vu avec l'étude inverser les courbes qui a été menée dans 3 régions dont la Bretagne, qui a visé à améliorer la condition physique de jeunes de sixième qui avaient des mauvais résultats. Ça a consisté à leur faire 3 fois par semaine 15 minutes d'exercice fractionné pour essayer de regagner de la condition physique. Sur quelques Mm. semaines, ça a marché. Donc, il faut accepter, voilà, de faire un effort, aller sortir un peu de sa zone de confort, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse et il n'y a que comme ça que on aura une réaction physiologique et métabolique à l'effort. Mais est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a peut-être un rapport finalement soit de dévalorisation à dire bon mais si t'as pas envie de faire du sport c'est pas très grave alors que le sport correspond finalement à un vrai besoin humain fondamental de valoriser la culture sportive comme une quelque chose à part entière comme une culture fondamentale. On voit aujourd'hui que dans les réflexions qui peuvent être menées c'est pas un savoir fondamental à acquérir au sein de l'école. Oui, oui, alors que beaucoup d'experts de la question, y compris Régis Juanico dans son rapport d'il y a 2 ans qui s'intitulait Désamorcer la bombe à retardement de la sédentarité, disait que les acquis fondamentaux, hein, ça devrait être apprendre à lire, compter, écrire et bouger. Un enfant qui n'apprend pas à bouger tout jeune, ça sera un adulte inactif et sédentaire et on va vraiment à la catastrophe, on court à la catastrophe sanitaire, mais c'est pas du catastrophisme, hein, c'est la réalité. Ce message, il est fort, il est porté par le ministère des Sports. Vous avez sans doute vu que la semaine dernière, ou il y a 10 jours, Amélie Oudéa-Castéra a lancé la grande campagne faire bouger les Français 30 minutes par jour. La campagne démarrera vraiment au 1er janvier 2024 en amont des JO avec l'idée que ça constitue l'héritage immatériel des JO, que Mais cette ce qui nous pose problème, c'est le mot bouger, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le mot bouger, il n'y a aucune dimension qualitative. Et on a vu aujourd'hui certains enfants bouger, faire des exercices en dehors de toute culture. Alors, nous, on dit, bon, bouger, oui, mais en apprenant des choses. Parce que l'école, c'est pas un lieu où juste on bouge et on gigote. Il s'agit de bouger en apprenant. Parce que oui, quelqu'un qui ne sait pas faire du vélo, pas nager, pas danser, pas envoyer faire une passe avec un ballon, il sera bougé, mais dans un monde qui est complètement formel. tout ça fait partie de la littératie physique en fait, hein. C'est la littératie physique, c'est savoir, c'est la grammaire du corps, c'est ce qu'on sait faire avec le corps, mais c'est aussi la conscience qu'on a de ce qu'on peut faire et de pourquoi il faut le faire. Donc tout ça, ça s'apprend et c'est vraiment un apprentissage aussi important que les maths ou le français. Voilà, c'est vraiment un acquis fondamental qu'on ne peut absolument pas négliger. Alors vous avez vu les remarques en ce moment sur notamment après à la suite des mondiaux de l'athlétisme, c'est Stéphane Diagana qui s'est un peu exprimé là-dessus. Effectivement, la France n'est pas un pays où on considère le sport comme une discipline d'importance, alors qu'on voit au quotidien qu'en l'abandonnant, on se met dans une situation sanitaire et, avec la santé physique et psychique et sociale instable et dangereuse. Donc, si on ne réagit pas, on le voit, on nous dit, voilà, le classement PISA, on a dégringolé dans le classement en maths, en français. On est 22e des pays, mais on est dans la même situation en éducation physique et en capacité physique, 22e rang des pays les plus riches en termes d'activité physique des jeunes. On en est au même point et voilà, ça va forcément avoir des répercussions sur le corps et sur l'esprit des jeunes. Donc c'est une discipline vraiment de premier plan et au lieu de la supprimer, on devrait en mettre 1 heure par jour en fait. On devrait en mettre 1 heure par jour. Effectivement, il y a ce dispositif 2 heures de plus de sport au collège, qui est un peu une usine à gaz, hein, qu'on a beaucoup de mal à monter parce que il faut aller faire des liens avec des associations sportives extérieures à l'établissement scolaire, etc. Ça aurait été quand même tellement plus simple de rajouter 1 heure de PS, de mettre 1 heure de PS tous les jours aux élèves, à tous les élèves. On serait sûr qu'ils atteignent au moins les recommandations de l'OMS 1 fois par jour et la question était réglée. C'est mon point de vue. Je suis tout à Merci, fait. docteur Sophie Chat. Espérons que le travail que vous avez engagé avec l'Académie de Rennes
puisse se poursuivre. C'est déjà bien le cas avec l'Ordre des médecins et que ça puisse inciter un certain nombre d'autres académies à s'en saisir, avoir aussi ce type de collaboration, hein, puisque c'est très original d'avoir une collaboration DRAGES, un médecin du sport, les IAIPR, d'avoir un travail avec les enseignants de PS. Bon, voilà, faudrait espérer que ça émerge un peu partout pour que on puisse essayer de faire bouger les lignes du point de vue des inaptitudes à l'éducation physique et sportive. Merci à vous. Donc là, on va partager le lien à la fois avec le certificat médical qui a été créé. On mettra sur notre site la nouvelle version et Sophie Chan nous disait justement qu'ils sont en train de discuter avec l'ordre des médecins pour essayer d'avoir un certificat médical unique. Bon, c'est un processus sur qui est en cours qui peut peut-être justement être un outil intéressant pour les collègues. Et on a vu dans le chat que certains nous font part justement qui se sont servis pour aller à la rencontre avec les familles et les parents. Alors, dans les personnes qui ont travaillé un peu dans cette expérience, il y a le laboratoire dont fait partie Stéphane Eas, qui est l'un des cofondateurs du VIPS, Violence, Identité Politique et Sport, qui est professeur des universités à Rennes 2. Quand on a travaillé sur cette soirée, on a trouvé très peu de données en sociologie sur la question de dispense. Il y a nos collègues belges, notamment avec Marc Claus, qui a mené un travail dans les années 90. D'ailleurs, Claire Pontet, dans son article, fait référence son article dans la revue Contre-pied sur la natation fait référence à ses travaux scientifiques. Et Stéphane Eas vient de lancer avec ses collègues un premier questionnaire auprès d'enseignants en Bretagne qui va sans doute être un point d'appui pour aller plus loin. Alors, sans que ce soit un caractère scientifique, mais des premiers éléments qui remontent de ce questionnaire. Stéphane, est-ce que il y a des grandes catégories, une première catégorisation qui émerge des dispenses ou du problème des dispenses en éducation physique et sportive? Bonsoir Stéphane et merci d'avoir accepté de venir à cette soirée. Oui, bonsoir, merci à vous. Alors, je vais pas vous répondre tout de suite sur les catégories, parce que d'abord, l'enquête commence juste. L'enquête est à l'initiative de Patrice Régnier, un de mes docteurs, de l'université de Rennes 2. J'aimerais revenir sur les mots qui sont utilisés. Euh, Par exemple, la dispense, hein, étymologiquement, c'est une autorité spéciale, produite par une autorité. Et là, on est clairement, en tant que sociologue, hein, je réagis, on est clairement en face d'opposition d'autorité, en tous les cas de conflit d'autorité, ou en tous les cas, il y aurait des choses à clarifier de ce point de vue-là. Bien sûr, il y a l'autorité de l'école, des enseignants, il y a l'autorité des parents de l'autre côté, et il y a l'autorité au minimum des médecins. Et on a bien vu, hein, j'ai regardé dans le chat tout à l'heure quelques réactions déjà, hein, des gens qui disaient, de toute façon, le médecin, il se casse pas la tête, il donne tout de suite une dispense, un certificat d'inaptitude sur plusieurs mois, etc. Donc, et tout ça, il faut bien le prendre en compte dans le contexte actuel, qui est la difficulté même d'accès aux soins. Alors, je vais pas vous faire un panoplie, hein, un panorama des difficultés, mais ceux qui, comme moi, sont en longue maladie en ALD savent que si votre médecin part en retraite, eh ben, vous avez un petit problème pour retrouver un médecin traitant. Et donc, ça arrive pour les vieux comme moi, et ça arrive pour les jeunes, et pour les parents de ces jeunes. Donc voilà, c'est compliqué quand même, hein. Il y a plein de zones rurales, mais pas que, hein. Il y a des déserts médicaux, y compris dans des grandes villes. D'accord? Donc ça, faut bien se rendre compte que si le médecin se casse pas la tête, c'est qu'il a peut-être pas du tout les moyens de faire autrement que se casser les têtes. Je reviens en tant que sociologue pour vous indiquer effectivement qu'on a lancé, Patrice Régnier et toute l'équipe, on a lancé une enquête. Or, on est déjà là sur des problèmes méthodologiques très importants. Pourquoi? Parce que lancer des questionnaires à l'école, à l'éducation nationale, c'est très, très difficile et je suis très politiquement correct quand je vous dis ça. Sur 30 ans de carrière, j'ai jamais pu réussir à faire valider un questionnaire tel que je voulais sur des questions, par exemple, de violence, de harcèlement. C'est à la mode actuellement, mais il y a très longtemps, j'ai voulu travailler là-dessus. Donc, vous voyez, il y a des problèmes d'autorisation. Comment on questionne des mineurs? Donc là, l'école, l'éducation nationale est très frileuse là-dessus. Deuxième gros problème dans ce projet-là, c'est comment on fait pour questionner des médecins. Et alors là, je vous explique même pas, je vais pas rentrer dans le détail.
mais la plupart des sociologues en France se sont cassés les dents quand il s'agit d'interroger des médecins, notamment des médecins généralistes. Donc, vous voyez, on a des problèmes méthodologiques majeurs déjà, nous, en tant que sociologues. Donc, problème de mots et problème de pouvoir en place. Très précisément, on est là sur des questions de pouvoir. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Sur les catégories, eh bien, les catégories, elles sont en lien direct avec ces pouvoirs en place. Comment on en parle? Qui en parle? Qui a intérêt à en parler et qui n'a pas intérêt à en parler? Pour l'instant, j'ai pas du tout parlé des élèves. Mais les élèves, c'est une autre catégorie tout à fait compliquée aussi à investiguer quand on est sociologue, parce que le cadre scolaire, on parle de PS ici, hein, je suis pas du tout un spécialiste de PS, mais le cadre scolaire, c'est un cadre institutionnel fermé, si je jargonne. En gros, il y a de l'autorité partout, il y a de l'ordre partout. Il y a de la discipline, c'est un ensemble de disciplines. Le PS est une discipline parmi d'autres, les maths, etc., etc. Et donc, là-dedans, les jeunes, eh bien, ils sont confrontés à une multiplicité de cadres normatifs, pour jargonner encore une fois. Et certains résistent. Et la question de la dispense, c'est juste un élément de cette résistance, alors je vais jargonner encore, et excusez-moi, hein, à l'adultocentrisme de l'école. Donc là, on a affaire à des jeunes qui sont face à un mur adulte, un mur d'autorité. Et ça ne vous aura pas échappé que les adolescents, les préadolescents, les adolescents, eh bien, ils passent, en tous les cas en Occident, par ce qu'on appelle une crise de l'adolescence, hein. C'est très récent, cette notion de crise d'adolescence, hein, parce que l'adolescence est considérée comme une période particulière. Et elle est particulière à plein niveau, et j'y reviendrai tout à l'heure, hein, mais vraiment, là, on a un souci majeur quand on enquête. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'adultes, sociologues, profs, inspecteurs d'académie, etc., eh bien, on est vus comme des étrangers. Il faut bien avoir en tête que les élèves, ils font confiance à l'horizontale, c'est-à-dire au groupe de pairs. Ce qui est important pendant l'adolescence, ce sont les valeurs des pairs. J'en profite pour vous dire que le laboratoire a changé de nom, on a gardé l'acronyme, mais le V, c'est plus violence, mais valeurs. Et PS, c'est politique sportive. Je ferme la parenthèse. La question des valeurs est très très compliquée, hein, à analyser sociologiquement. Donc voilà un petit peu mes premiers mots, ça serait ça. Et donc on a une échelle, hein, on a une sorte de gradation de résistance. Et quand vous utilisez l'expression fuite, on fuirait. Là, on est vraiment sur des mots très très forts. Et eh bien, c'est juste un pôle de cette résistance. Il y a des résistances beaucoup plus feutrées qui sont peut-être qui passent pas par la dispense d'assiduité. On n'en a pas parlé, Bruno, l'autre jour, mais traîner les pieds à se changer, hein, traîner les pieds au sens propre du terme, c'est autour du stade, etc. Hein, il y a plein de moyens, on appelle ça en sociologie le freinage. Il y a plein de stratégies de freinage, de participation moins assidue que l'aimerait l'adulte qui encadre. Donc voilà un petit peu mes premières réactions. Vous voyez tout de suite que c'est complexe. On est là sur un paysage éminemment complexe et on l'a évoqué ensemble en préparant cette réunion. Tous les acteurs que je viens d'évoquer rapidement ont des bonnes raisons de faire comme ils le font. Ils le font pas pour nous embêter. Chacun, les profs, les parents, les médecins, ils ont des bonnes raisons de le faire comme ça. Sinon, ils le feraient autrement. Et donc, les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Et on est là, la dispense, c'est juste. Et encore, j'ai pas mis les pieds dans le plat de la culture, des cultures qui vont avec, en rapport à la nudité, en rapport à la question de la pudeur, tout ça, etc. On y reviendra sans doute après, mais on n'a pas mis les pieds dans le plat, mais vous avez bien conscience que si nos questionnaires et nos interrogations en tant que sociologues, psychosociologues posent problème, c'est aussi parce qu'on va aller pointer des choses sur ce qui se passe dans les vestiaires, sur ce qui se passe dans les toilettes, hein, dans ces lieux qui ne sont pas contrôlés par les adultes, où justement euh, ont lieu les violences. Ah oui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions des violences, et donc on est bien sur ces questions-là. Les résistances sont parfois en lien direct avec des violences. Le violence de devoir se mettre à nu, devoir se dénuder, de devoir se doucher, de devoir transpirer, ça a été évoqué tout à l'heure par Sophie, hein.
Et là, on est bien sur des questions culturelles fondamentales. Et on est tous très différents sur cette culture. Alors, sans doute qu'ici, et je termine là-dessus, parce que je ne veux pas parler trop, d'abord parce que je n'ai pas les capacités physiques de parler longtemps, mais la culture sportive, parce que ça a été indiqué, c'est pas du tout la même chose que la culture physique. Donc, est-ce qu'il s'agit de prôner une activité sportive ou une activité physique? Déjà là-dessus, en sciences du sport, on passe notre temps à s'écharper là-dessus. Donc, eh bien, le goût de l'effort, eh bien, ça s'apprend, comme l'a dit Sophie, hein, d'accord? Mais ça offre aussi plein de résistances. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller sur cet effort, même si c'est bon pour leur santé. Et je vous rappelle que quand Sophie parle, ou quand moi je parle, ou quand vous parlez, ce sont des adultes qui parlent. Et donc les enfants ne vont pas nous écouter, pas forcément accorder de la valeur à ce qu'on peut dire. D'accord, voilà. Donc je reste sur ces premiers mots. Alors, On a évoqué simplicité. justement, quand on avait préparé cette soirée, tu évoquais, parce que Mm, tu disais, tu es pas du monde de l'EPS, tu es mm, sociologue, tu travailles mm, sur des sujets très divers et variés, mais cette question de la dispense t'intéressait du point de vue de ce que tu as nommé, c'est-à-dire les bonnes raisons, mm, les résistances, les jeux d'acteurs. Est-ce que tu peux développer un petit peu en quoi finalement les dispenses, ou les inaptitudes en tout cas, mm, révèlent notre société et le fonctionnement social des êtres humains en société, et notamment de la jeunesse. mm. Alors, si on veut donner une image un peu, encore une fois, sans donner de références théoriques, je ne veux pas vous noyer sur des références théoriques, mais en gros, ce qu'il faut être capable de bien comprendre, tout le monde en a conscience. À la sociologie, vous savez, une fois qu'on l'a dit, ça apparaît évident pour les gens. Ah bah oui, bien sûr, c'est comme ça. Donc, il y a des cadres, je l'ai indiqué, il y a des normes, il y a des interactions, il y a donc des interactions qui se passent dans des cadres. Et dans ces cadres-là, l'interaction est toujours donc fonction d'un contexte, d'une situation, et où c'est compliqué, c'est qu'elle est en lien direct avec la culture, donc avec les expériences passées des gens. Et donc, une des hypothèses, par exemple, que nous avons, c'est que si certains parents ou certains médecins sont résistants à l'EPS en général, à l'activité physique ou au sport, c'est aussi peut-être parce qu'ils ont eu eux-mêmes des expériences passées pas très positives sur les terrains de sport. Vous voyez? Donc c'est en fait un médecin, c'est pas un scientifique. Un médecin traitant, c'est pas un scientifique. Il fait ce qu'il peut avec la culture qui est la sienne et avec la culture de ses patients. Et donc parfois, il y a un écart fondamental. Vous savez ou pas, mais on travaille sur la prescription médicale d'activité physique, par exemple. Et en fait, la prescription médicale d'activité physique, elle est conçue comme ça dans la loi, mais concrètement, quand on regarde, au moins une fois sur deux, c'est pas le médecin qui prescrit, c'est la personne qui demande au médecin de lui prescrire. Pourquoi? Parce que la plupart des médecins généralistes ne sont pas du tout au courant des dispositifs d'activité physique adaptés. Eh bien, pour le PS, c'est pareil. C'est-à-dire que le médecin, ça fait longtemps qu'il est plus à l'école. Et donc, il fonctionne avec on dit dans notre jargon, un hystérésiste des habitudes, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec ce qu'il a appris et les habitudes qu'il avait quand il était jeune. Et il n'a pas forcément réactualisé, entre guillemets, son logiciel sur ce qui est possible de faire. Et il a peut-être gardé en tête justement des épreuves de course à pied qui n'avaient pas forcément un sens pour quelqu'un qui n'a pas envie de courir à pied, qui n'est pas athlète. Voilà, donc je ne veux pas m'emporter, mais voilà, on voit bien que là, on est sur des cultures qui s'affrontent et on change pas de culture comme ça. Il faut pas rêver. C'est pas parce qu'on vous dit il faut changer que vous allez changer. Sinon, hein, c'est simple, hein, fumer tue, personne ne fumerait. L'alcool tue, personne ne buvrait d'alcool. Si c'était aussi simple que ça, que la conscience du risque objectif de consommer de l'alcool ou du tabac, il n'y aurait pas de problème d'addiction. Or, il y a plein de problèmes d'addiction. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments pour répondre à votre question les bonnes raisons des gens sont pas les bonnes raisons des gouvernants ou des enseignants. On est vraiment sur des logiques. Et donc, il y a des gens qui continueront, des jeunes qui continueront à ne pas écouter les conseils qu'on leur donne pour plein de raisons que je viens d'évoquer très rapidement. Merci beaucoup Stéphane Eas, et on attend donc avec impatience les premières publications de votre collectif de travail des chercheurs.
Et justement, l'une des idées fortes qui ressort de plusieurs interventions, c'est cette idée de travailler ensemble, d'échanger, discuter. Et on a un collectif de collègues profs de PS du collège Jean Rostand à Quetigny qui a essayé d'engager cette démarche de travail avec un certain nombre de docteurs. Ce soir, en visio avec nous, il y a Virginie Minot de cet établissement, qui est pas très loin de Dijon. Est-ce que tu peux revenir sur ce travail que vous avez lancé? Bonsoir Virginie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bruno. Ce travail qu'on a engagé avec l'équipe s'est engagé au courant de l'année 2019, donc un tout petit peu avant Covid en fait, suite à la publication d'un vade-mecum de l'EPS adapté qui a été publié par nos IPR et qui nous rappelait clairement le caractère obligatoire de la matière et donc tout le rôle qu'elle a à jouer dans l'éducation des élèves. Et à ce moment-là, pour nous, le constat, il était un petit peu inquiétant puisque on avait quand même de nombreux élèves qui nous présentaient des certificats médicaux à l'appel sans précision d'adaptation, souvent des certificats médicaux supérieurs à 15 jours, notamment pour tous les petites pathologies qu'on peut retrouver sur des niveaux de collège, Osgood et j'en passe. Et on s'est retrouvé avec une difficulté du coup à inscrire les élèves dans une pratique, si ce n'est leur proposer ce qu'on fait tous en majorité, voilà, des activités d'organisation, de gestion de tournois, voilà, dans des activités un petit peu plus méthodologiques ou des activités un petit peu plus sociales. Donc nous, notre réflexion, elle a été pendant une année d'essayer de voir comment on allait faire pour remettre ces élèves dispensés de plus de 15 jours dans une pratique sans aller au-delà des recommandations médicales. Donc, on a essayé d'avancer collectivement pour, avec nos moyens, nos salles, nos installations, nos possibilités de créneaux, pour voir ce qui était possible. Et donc, on a monté un projet dont il a fallu convaincre le chef d'établissement déjà dans un premier temps, parce que ce projet nécessitait 2 heures de PS vraiment adaptées en marge de l'emploi du temps de l'élève, donc dans ses trous d'emploi du temps. Donc, il a fallu travailler avec le collège aussi pour pouvoir libérer les élèves sur un temps donné dans la semaine. Et puis, on a mis dans la boucle donc les professeurs de PS, on a mis dans la boucle l'infirmier, on a mis dans la boucle les CPE et on a mis dans la boucle les parents. Parce que les parents, c'est quand même le premier levier qu'il faut toucher pour pouvoir avoir le bon certificat qui va bien, déjà EDA, et puis qui comprennent l'intérêt de ce que va pouvoir récupérer l'enfant à venir pratiquer avec nous en EPS adapté. Donc, on s'est appuyé sur le vade-mecum. Notre chef d'établissement nous a accordé 2 heures de PS adapté. Donc, on a réussi à libérer quasiment 80% des classes sur le créneau, du lundi matin, du lundi soir et du jeudi soir. Donc, les lundis soirs, on retrouvait les 4e, 3e. Et les jeudis soirs, on retrouvait les 6e, 5e qui étaient majoritairement libérés au cas où on avait des certificats médicaux donc de plus de 15 jours. Si c'était moins de 15 jours, on s'organisait pour garder les élèves en classe, mais ceux qui dépassaient les 15 jours, on les accueillait donc en EPS adapté sur ces créneaux. Alors, sans déroger, bien sûr, au temps de pratique réglementaire des élèves. C'est-à-dire que notre organisation, elle se déroule avec 2 heures de PS une semaine et 4 heures l'autre. Donc, la semaine où ils ont 4 heures, en fait, c'est le fameux créneau de 2 heures qui sautait dans leur emploi du temps sur le cycle de vacances à vacances. Et en fait, ils avaient régulièrement 3 heures dans la semaine, 2 heures avec leur enseignant sur le créneau fixe et 1 heure de PS adapté qu'ils avaient le lundi ou le jeudi selon le niveau. Donc, comment on a organisé ces permutations d'emploi du temps? Il a donc bien fallu mettre tout le monde dans la boucle, voilà. Donc le professeur de PS transmettait, suite à la réception du fameux certificat médical de dispense,
le certificat médical réglementaire, c'est-à-dire celui qui fait suite au décret du 11 octobre 88, parce qu'on n'avait pas grand-chose sous la main à part celui-là. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait convaincre les parents de retourner voir le médecin avec le bon certificat, ou au moins de transmettre ce certificat au médecin pour qu'il puisse nous donner quelques billes sur les possibilités de pratique du jeune en fonction de l'inaptitude qu'il rencontrait. Ce certificat médical, il a été inclus dans le carnet de liaison. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir ce certificat sous la main en permanence pour les élèves, les familles, quand ils pouvaient aller voir le médecin. On pouvait leur transmettre et en plus, il était en lien sur le site du collège. Une fois qu'on récupérait le bon certificat médical, l'infirmier était destinataire de la copie du certificat et donc il continuait de faire le lien avec l'élève et de faire le lien avec la famille pour réussir à les convaincre de l'intérêt du dispositif. Et les CPE sont ensuite mis dans la boucle pour qu'une fois qu'il y ait eu accord, et on a eu finalement très souvent des accords, et bien la CPE organisait l'emploi du temps de l'élève pour l'inclure en EPS adapté. Donc voilà un petit peu tous les intervenants qui sont rentrés dans le dispositif pour nous permettre d'organiser au mieux. Et en fait, c'était même un peu présenté comme ah bah t'as une dispense, ah bah tu viens en EPS adapté, tu vas voir, c'est sympa, on fait plein d'activités nouvelles qu'on fait pas en EPS, tu vas pouvoir y trouver ton compte. Et donc on a dû réfléchir à une petite programmation. Donc la programmation, vous pouvez la voir là sur le document qui va être diffusé. Donc on avait des activités qui pouvaient répondre à la majorité des élèves, comme de la marche ou de la marche orientation, du renforcement musculaire, du yoga, du molki, du tennis de table. Alors au départ, on s'était carrément enflammé, on avait mis des cycles de vacances à vacances, puis en fait on s'est rendu compte qu'avec les inaptitudes, il fallait souvent s'adapter parce que on en avait qui pouvaient marcher, mais d'autres qui ne pouvaient pas marcher. Il y en avait qui pouvaient soulever, d'autres qui ne pouvaient pas soulever. Donc souvent, ça a été le compromis de deux activités en pédagogie différenciée, voilà, sur un cycle de vacances à vacances, où du coup, ils faisaient la même activité sur les 6 semaines et 6, 7 semaines. Et du coup, on pouvait quand même avoir un petit travail moteur qui nous permettait d'évaluer les élèves en fonction de leurs possibilités du moment sur les recommandations médicales. Donc voilà ce qu'on a proposé. Oui. Alors, quelles sont les conséquences de votre travail du point de vue au niveau des... Est-ce que vous avez eu une réduction du nombre de dispensés ou pas? Qu'est-ce que ça a produit dans le Complètement. En collège? fait, on s'est rendu compte que ça a entraîné une énorme baisse des dispenses très longues. Donc, en fait, le dispositif a permis de fonctionner quand même sur la durée, mais avec des élèves aussi qu'on a accueillis qui étaient en mal de PS, je dirais. C'est des élèves qui boudaient le PS, qui n'avaient pas envie et qui finalement, ou qui étaient mal dans leur corps et qui finalement ont trouvé dans le PS adapté un temps pour eux parce que en plus ils étaient moins nombreux, donc on avait plus le temps de s'occuper d'eux. Donc clairement des dispenses en baisse, clairement un contact un peu plus important avec les familles, un lien avec les familles, ce qui fait qu'il y a aussi une compréhension de la famille. D'ailleurs maintenant on reçoit régulièrement ce type de certificat médical directement de la part des élèves, hein, on leur donne en début d'année. Ils l'ont dans leur carnet de liaison, il est plus inclus directement dans le carnet de liaison, mais nous, on leur distribue en début d'année. Et souvent, ce certificat nous est redonné directement. Les élèves viennent en tenue de PS en cours, même quand ils sont en inaptitude. Donc, par exemple, quand ils peuvent vraiment pas pratiquer l'APSA qui est en cours, ils viennent quand même en tenue et puis ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt à s'investir sur des activités annexes et que par moment, on pouvait même leur proposer en demi-fond, par exemple, des activités et ils s'inscrivent dans les activités. Voilà. Mais pour parler de résistance, justement, pour souligner un petit peu les propos de Stéphane tout à l'heure, on n'a pas quand même qu'une résistance par rapport à l'adolescence et puis le phénomène de l'adolescent. On voit quand même que notre dispositif, il a fonctionné grâce à des moyens qui ont été mis en place
Et au jour d'aujourd'hui, il est plus en place dans notre établissement parce que les moyens nous ont été retirés. Donc, on n'a pas pu pérenniser ce système d'accueil des élèves qui pourtant faisait vraiment la joie des élèves qui étaient en mal de PS, justement, parce que c'est ceux-là qu'on arrivait vraiment à toucher sur le long terme. Et on se rend compte que tant qu'on l'institution n'aura pas décidé de mettre des moyens voilà pour aider ces élèves-là, c'est pas avec les 2 heures de sport par-ci par-là et tous les petits dispositifs qu'on pourra mettre en place qui vont faire qu'on va augmenter la pratique des élèves. Merci Virginie et de souligner effectivement, on a eu l'occasion de l'aborder dans les soirées sur la question de l'inclusion. Une inclusion aussi nécessite de réfléchir et à travailler à des moyens, que ce soit sur la formation, mais aussi sur des moyens complémentaires parfois pour accompagner certains élèves qui sont en grande difficulté. Alors là, vous proposez un type de solution, une réponse possible. On va continuer à en explorer d'autres dans la soirée, justement, sur comment on peut faire avec des élèves qui sont inaptes dans les cours. Vous, c'est finalement, vous avez choisi le à côté, un peu dedans, un peu à côté. Alors, pour continuer à réfléchir, peut-être une petite parenthèse. On revient finalement un peu sur l'étude, puisque dans l'étude, il y avait Teddy Mayeko dans le travail engagé avec le docteur Chat et les IPR de Rennes. Donc, Teddy, toi, tu es maître de conférence en sciences de l'éducation à Cergy, Paris Université. Et dans ce groupe-là, tu as été plutôt centré sur finalement, mais pourquoi? Quelles sont les raisons, pour faire des hypothèses hein, sur les raisons des dispenses des élèves? Et si je me réfère à certains travaux hein, en sociologie sur le désengagement des élèves, je pense par exemple au travail, à la thèse de Colin Gatouya ou au travail de Maxime Lugy, des collègues de Aix-Marseille, qui montrent que les élèves, s'ils fuient ou s'ils ne font pas, on va dire en tout cas, l'éducation physique et sportive, c'est pas nécessairement par rejet des valeurs traditionnellement acquises ou liées avec la question du sport, c'est-à-dire une non-volonté de la compétition, de la performance. C'est pas ça qui les empêche de venir. Est-ce que toi, dans ce que tu as pu réaliser au cours de ce premier travail avec eux, tu identifies un peu les mêmes grandes lignes ou au contraire, tu te situes sur d'autres perspectives? Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour votre invitation et merci Bruno pour cette question. En premier lieu, et avant de te répondre, j'ai envie peut-être de revenir sur un point ou deux Mhm. qu'on a mis en évidence, notamment à partir du travail qui a été conduit par Isabelle Couédon et Sophie Chat, et qui consiste à dire, et ça me semble essentiel, et ça me semble essentiel de porter ce message-là au SNEP, que l'éducation physique et sportive est la seule discipline d'enseignement scolaire obligatoire dont un élève peut être exempté et que ça induit un certain nombre de conséquences du point de vue du rapport que l'élève, que l'enfant, construit à l'activité physique. En premier lieu, et Sophie Chah l'a rappelé dans son intervention, parce que finalement, un élève qui est dispensé d'éducation physique et sportive, c'est un élève qui va incorporer des habitudes de pratique qui le prédéterminent presque à être un adulte sédentaire. Donc ça veut dire que sur un plan sanitaire, euh, il y a un enjeu fort à faire pratiquer les élèves. Ensuite, un élève dispensé, c'est un élève qui va, sur un plan représentationnel, intégrer une vision de l'éducation physique et sportive contemplative. Et l'enjeu, c'est de lutter contre ça. C'est d'engager nos élèves pour qu'ils soient des pratiquants acteurs, quand bien même ils sont limités au plan fonctionnel, parce que justement, les certificats d'inaptitude partielle permettent d'envisager des adaptations. Ensuite, les dispenses d'éducation physique, bien évidemment, elles ont un impact fort sur la santé des élèves, mais elles ont aussi un impact sur la transmission d'un patrimoine culturel. L'enjeu en éducation physique et sportive, c'est quand même qu'on puisse porter ce message-là. Il faut que les élèves, au gré des expériences qu'ils vivent, soient capables de construire des registres de motricité diverses et qu'ils puissent toucher du doigt une culture physique, sportive et artistique qu'on leur transmet. Donc c'est véritablement un problème social, sociétal, qui pose un certain nombre de questions et qui, en effet, peut être appréhendé par, je dirais, ce que Colin Gatouya ou Maxime Luigi appellent des motifs d'engagement ou des motifs d'agir. Dans leurs travaux, me semble-t-il, ils mettent en évidence qu'il y a des motifs d'abandon qui sont pluriels et qui rencontrent globalement des contraintes que l'individu peut identifier dans son parcours
de pratiquants sportifs ou de pratiquants non sportifs. Des contraintes, par exemple, intrapersonnelles, interpersonnelles, structurelles, qui à un moment donné semblent plus ou moins fortes en fonction du profil de l'individu et qui, quelque part, font obstacle à la pratique sportive ou à la pratique en éducation physique et sportive. Euh, il me semble que, en effet, c'est une analyse qui est juste et qui pourrait nous amener à dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'auto-excluent des cours d'éducation physique et sportive. Et là, les raisons sont multiples, en partant du principe que cette auto-exclusion, elle est nécessairement multifactorielle. Par exemple, euh, je pense que le rapport à l'effort aujourd'hui peut être questionné. On a des jeunes qui sont de moins en moins aptes à fournir des efforts, qui sont de plus en plus réticents à s'engager dans les activités physiques et sportives, qui ont un goût pour l'effort qui s'étiole au fur et à mesure de la scolarité. Je pense à cette phrase de Michel Volonda qui disait, il y a à peu près 10 ans maintenant, la cible que l'on rate fréquemment en éducation physique et sportive, c'est cette jeune fille issue de milieux populaires qui finalement entretient un rapport à son corps distancié et finalement nous n'arrivons pas nécessairement à quelque part lui donner le goût de la pratique. Ça veut dire qu'en arrière-plan, le rapport à l'effort, il interroge bien évidemment des manières de penser l'activité physique, mais aussi des manières de penser l'éducation physique et sportive. Il interroge par exemple des formes de pratiques scolaires que nous donnons à vivre aux élèves. Il interroge par exemple des expériences que les élèves vont vivre ou ne pas vivre dans le cadre des activités qu'on propose. À titre d'exemple, et pour prolonger cette réflexion-là, il me semble qu'il y a beaucoup d'élèves qui peuvent s'auto-exclure de la pratique sportive par souci en réalité de se préserver et de préserver leur estime d'eux-mêmes. C'est par exemple ce que montrent un certain nombre de travaux en psychologie sociale, au sens où finalement les phénomènes de contournement, d'auto-exclusion, ce sont des phénomènes qui visent la préservation de l'estime de soi et du sentiment de compétence. Par exemple, un élève qui ne se sent pas compétent peut redouter l'évaluation et peut de fait alors, ou par l'intermédiaire d'un certificat médical de complaisance, ou par l'intermédiaire d'un mot des parents dans le carnet de liaison, peut de fait chercher à échapper au cours d'éducation physique et sportive. Ça veut dire que, quelque part, les élèves qui s'auto-excluent ou qui sont dispensés sont des élèves qui euh, sont peut-être dans des situations de mal-être en éducation physique et sportive. Des élèves qui se sentent possiblement humiliés en éducation physique, en partant du principe, et c'est pas une donnée à négliger, que l'éducation physique est l'une des seules disciplines où l'échec est visible, repérable, tangible, médiatisé. Et donc, ça induit un rapport à l'autre et au groupe qui peut déterminer les motifs d'engagement. Pas les motifs, mais en tout cas qui peut déterminer l'engagement ou la nature de l'engagement des enfants. Donc je pense que finalement, ces différents facteurs sont vraiment à prendre en considération et le travail qui est conduit par Patrice, qui est conduit par Stéphane, que nous sommes en train de conduire avec un certain nombre de collectifs, sont justement des travaux importants à mener pour essayer de défricher cette question des distances. Et peut-être pour terminer là-dessus, il me semble qu'il y a quelque chose qui est fondamental justement dans le rapport que les enfants, que les élèves construisent aux activités physiques. C'est bien évidemment la question des savoirs et des apprentissages. De mon point de vue, mais je pense que c'est un point de vue qui est partagé, d'une part par les enseignants, les collègues sur le terrain, d'autre part par la littérature scientifique. Pour qu'un enfant s'engage et se réengage, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se transforme. Si jamais il ne développe pas de compétences, il n'a pas la possibilité de développer sa motivation à apprendre. Donc c'est important. Et peut-être qu'en éducation physique et sportive, nous péchons trop souvent par ce que j'appellerais la confidentialité des apprentissages. Peut-être qu'à la fin de nos leçons, à la fin des leçons que vivent les enfants, trop rarement, ils savent ce qu'ils ont appris, ils savent qu'ils ont appris et ce qu'ils ont appris. Je prends souvent, moi, cet exemple pour parler de ce phénomène-là, en disant, quand un non-nageur apprend à nager, quelque part, les acquisitions qu'il a construites durant la séquence se révèlent à lui. Peut-être que trop souvent, nos gamins n'ont pas la possibilité d'être révélés dans les apprentissages de la manière suivante. Et qu'il y a peut-être un travail à engager pour que justement nous puissions leur redonner le goût de l'effort par le prisme des expériences vécues en EPS, en se recentrant aussi sur les apprentissages qu'ils vont construire et de fait sur le sentiment de compétence qu'ils peuvent ou non développer. C'est ce qui est étonnant quand même il y a un endroit où il y a quasiment pas de distance. C'est les instituts spécialisés et les enfants.
qui sont en situation de handicap. C'est étonnant. Et de ce point de vue-là, bon, tu faisais référence à un certain nombre de questionnements sur la question des aptitudes, mais il y a un élément très fort, c'est que lorsqu'on dispense un élève de PS, on lui supprime d'un droit à l'éducation. Et cette réflexion-là sur au nom de quoi quelqu'un va supprimer le droit à l'éducation de l'enfant, tu parlais de l'acquisition culturelle déterminante, hein, puisque aujourd'hui, savoir faire du vélo, nager, fait partie quand même des éléments cruciaux de la société. Ça paraît inaperçu. Quoi, ça semble pas anecdotique qu'on le supprime. Ça viendrait à personne l'idée de dire t'es blessé à la main, on te supprime le droit d'aller en mathématiques parce qu'aujourd'hui il y a des constructions géométriques à faire. Voilà. Comment tu t'expliques cette situation? J'ai pas forcément beaucoup d'éléments, si ce n'est que ça interpelle parce que finalement, ce que tu dis et le constat que tu fais, c'est que le désengagement de la pratique physique, quelque part, est le symptôme d'un corps valide, donc d'un corps qui a peut-être un choix, en tout cas d'un élève qui, au regard de ce qu'est son corps, a le choix de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Ça reviendrait à dire que les enfants qui sont en situation de handicap et qui possèdent des ressources qui s'expriment différemment ont peut-être une volonté propre et intérieure qui les pousse à vouloir faire partie d'un monde symbolique existant, celui de ceux qui peuvent faire. Et peut-être à démontrer à travers leurs engagements dans les activités physiques qu'ils sont capables. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour un enfant handicapé de montrer qu'il est aussi capable de faire et qu'avec des solutions aménagées, avec une réflexion didactique que peut conduire l'enseignant, il a la possibilité d'accéder à certaines expériences qui le rattachent à l'humanité, à ses semblables, aux autres élèves de la classe. Donc il y a peut-être cette idée qui peut être travaillée un peu. Après, peut-être aussi que c'est une manière d'éprouver les limites de son corps, de se sentir vivant, d'exister. L'activité physique, justement, elle permet d'exister et peut-être que ces enfants qui peuvent être victimes de certaines afflictions et de certains handicaps existent davantage par l'activité physique que les enfants valides qui, eux, ne se rendent pas toujours compte, justement, de des bienfaits et des bénéfices, quelque part, de l'activité physique. Alors, je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais voilà, peut-être que ce sont des hypothèses de réponse en tout cas. Oui, c'est très clair. Et justement, dans le cheminement de la soirée, quand on a travaillé le thème de cette soirée-là, on a abouti petit à petit vers la réflexion des élèves à besoins particuliers, des élèves en situation de handicap. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre dernier invité tout à l'heure en fin de soirée, Éric Nogaro de l'Académie de Versailles, on le présentera plus largement, qui a une académie qui a beaucoup travaillé, qui a été un peu pilote, hein, je pense, dans la réflexion sur mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces élèves-là en situation de handicap, mais aussi avec les autres. Et ils ont une démarche intéressante qui nous présentera. Alors là, on a un autre exemple d'une autre collègue de l'Académie de Caen, qui s'appelle Véronique Vézien, qui est professeure de PS dans un lycée pro, et qui souhaitait lancer, lorsqu'elle est arrivée dans ce lycée pro, l'activité de natation. Et elle a rencontré une résistance très forte des élèves qui souhaitaient pas faire natation. Alors, elle, comme elle le dit, pour reprendre ses mots, elle est sortie de la ligne d'eau pour essayer de malgré tout proposer quelque chose et elle va nous présenter sa démarche qu'elle a menée avec la communauté éducative. Pareil, elle ne pouvait pas être présente ce soir, donc on a réalisé une petite interview et c'est Claire Ponté qui l'a rencontrée. Alors, bonjour Véronique, on t'a invité à cette soirée sur les dispenses en éducation physique parce que tu as mené un projet dans ton établissement qui nous intéresse et si les collègues veulent en savoir plus d'emblée, ils pourront se référer au dernier contre-pied sur la natation dans lequel tu as déjà fait un témoignage. Voilà, alors avant de nous parler du projet, est-ce que tu peux, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'abord, comment tu as apprécié la situation quand tu es arrivé dans ton nouvel établissement au regard de ce que tu avais fait avant? Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'inviter à cette réunion. Alors, oui, effectivement, je suis arrivée il y a 13 ans sur le lycée professionnel Camille Claudel, je dirais à dominante un public féminin, hein, on est à 73% de filles dans l'établissement, parce qu'il y a des filières en lien avec la santé.
Et donc, quand je suis arrivée, il n'y avait absolument pas de créneau de natation. Donc, c'était un problème pour moi parce que, un, je suis nageuse. Deux, j'envisage pas de faire 100 activités nautiques, d'enseigner l'EPS. Et je venais d'un établissement où j'avais ouvert une option natation sauvetage. Et là, je me retrouvais panique, pas de créneau, pas d'inhalation de chlore. C'était un peu j'étais déçue, mais bon, j'ai fait le maximum pour essayer d'obtenir des créneaux, hein. On sait tous que c'est pas simple d'avoir des créneaux de natation dans un établissement. Finalement, il y avait une piscine pas très loin et en tant que maître nageur, je me suis présentée et on a obtenu quelques créneaux et progressivement, de plus en plus, hein, on a des créneaux et c'est devenu une activité à part entière au lycée Camille Claudel. Voilà. Et je peux dire aussi que toute l'équipe m'a suivi, hein. L'équipe de collègues a été derrière moi pour abonder dans mon sens et puis pour pratiquer, même si les collègues avaient aussi tenté, mais avaient un petit peu peur quand même de la réaction des élèves. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été simple d'amener nos filles, mais pas que, hein, en piscine. Donc, il fallait trouver une solution, pour pas se retrouver avec des dispenses, alors que nous, on appelle plutôt inaptitude. Alors, ce qu'on ne veut pas, c'est un petit mot d'inaptitude totale, en tout cas. Donc, on essaye toujours d'avoir une inaptitude, mais partielle. Donc, pour adapter en fonction de l'élève. Mais en aucun cas, on est dispensé de maths, donc pourquoi se dispenser de natation? Voilà. Et je dirais que là, ça fait 13 ans. Et aujourd'hui, on a fait les protocoles d'évaluation pour le bac et le CAP. Et c'est une victoire parce que chaque année, on a quand même des élèves qui restent sur le carreau, qui seront jamais notés, qui sont pas présents en EPS parce qu'ils sont dispensés totalement sur l'année. Et là, cette année, sur 550 élèves, 53, je crois, nous avons uniquement 3 dispenses à l'année. Donc, c'est une petite victoire. Voilà. On va dire une grosse, hein. Alors, est-ce que tu peux expliquer, Oui. Est-ce que tu peux expliquer comment vous y êtes pris, voilà, et notamment le projet que vous avez mis en place pour donner envie aux élèves de venir à la piscine? Alors effectivement, avoir des créneaux, c'est bien. Avoir des élèves dans l'eau, c'est encore vachement mieux. Maintenant, comment J'étais maître nageur aussi, même si l'enseignant de PS peut encadrer toute activité. J'ai lancé le projet le projet natation passe par des séances de longe-côte. Alors en fait, il faut dire aussi que l'établissement, il y a 10 km de la mer. Donc avec un ticket de bus ici, on peut se déplacer au lycée pour 1,50 €. Alors effectivement, quand on va nager ou faire une activité en mer, il nous faut largement plus de 2 heures. Mais c'est jouable, on fait des journées à projet, des journées d'intégration, et on développe le longe-côte. Alors pourquoi le longe-côte? Parce que c'est une activité qui permet de se mettre à l'eau sans savoir nager. C'est une activité qui est reconnue aujourd'hui, qui appartient à la Fédération française de randonnée, donc qui est reconnue comme activité codifiée. Il y a des championnats, nous on rentre pas là-dedans. Mais pour autant, c'est une pratique plutôt d'endurance. Donc ça peut rentrer dans la natation de durée, mais aussi c'est une pratique qu'on a mis en place cette année dans le cadre de la randonnée urbaine. On fait aussi de la randonnée aquatique. Et ça fait partie d'un référentiel pour le bac ou pour le CAP. Donc voilà, on s'appuie sur cette activité-là qui est quand même pas une activité de plage, hein, pas que. On avait mis en place un protocole on va dire une VO2 max, hein, pour essayer de faire en sorte que l'élève arrive
à se gérer sur des activités comme le demi-fond, mais en passant dans l'eau, sachant que la plupart, les élèves, ne veulent pas venir en natation parce qu'ils sont soi-disant dispensés, parce qu'ils sont allergiques au chlore, parce que ils arrivent à nous le dire maintenant, mais ils ne savent pas nager. Donc la marche aquatique, la marche portée, le longe-côte, ne demande pas une compétence particulière dans le savoir nager. Et finalement, quand on les amène à la piscine, en mer, eh ben on s'aperçoit que on tend très bien parce que je ne sais pas nager, mais finalement je veux bien me mettre à l'eau. Et puis pour les amener à se mettre à l'eau, eh bien on est équipé. Le lycée a fait un investissement il y a de nombreuses années maintenant. On a 50 shorties, c'est-à-dire des maillots de bain qui couvrent le corps, mais justement c'est un short, hein, manches courtes et jambes courtes. Voilà. Et avec cet outil-là, eh bien, on arrive à les mettre en longe-côte, mais à la piscine aussi, puisque la piscine joue le jeu, accepte le shorty. Et comme je disais, on s'aperçoit que finalement, les non-nageurs, déclarés non-nageurs ou non-nageuses, finalement savent nager, puisque les différentes séances de longe-côte, elles adhèrent et puis on va au-delà. Ça peut se terminer en baignade pour celles qui veulent. On arrive à récupérer des élèves en sauvetage côtier, alors que, arrivée en seconde, elles se déclarent non nageuses. Et puis finalement, on les récupère aussi donc en cours, en séquence de natation, plutôt natation en durée. On les récupère aussi sur l'association sportive, puisque j'ai un créneau de natation où là, depuis 3 ans, on a des élèves déclarés non nageurs, non nageuses, et qui viennent pour apprendre. Donc il y a une volonté, on a un petit peu, actuellement, il y a des élèves allophones, puisqu'on a aussi des élèves qui arrivent de l'étranger et qui n'ont pas appris à nager, mais qui souhaitent apprendre. Donc là, on a, oui, c'est aussi une victoire. C'est aussi une victoire parce que pour éventuellement adhérer au cycle de natation, j'anticipe et je prends quelques cours, on va dire. Voilà. Et comme en fin d'année, on retourne à la mer pour faire du longe-côte à nouveau, alors pas forcément pour valider la séquence, mais parce que c'est le petit plus et qui est associé, comme je le disais tout à l'heure, à une randonnée pédestre. Donc, on fait une journée dans le cadre d'un projet entre terre et mer, puisqu'on part de Caen, on va jusqu'à la mer à pied, 10 km, 13 km, et on va rejoindre le bus en longe-côte, où là, on n'est pas en kilomètres, mais on est sur une demi-heure de marche aquatique. C'est dit, là, on a une autre expérience, finalement, des collègues qui, en travaillant sur cette question des élèves inaptes, ça révèle, et ça conduit comme un effet loupe d'une réflexion sur l'éducation physique qui résonne un peu avec ce que tu disais. Est-ce que tu as un commentaire ça te fait penser à quoi? Je trouve que c'est une expérience qui est originale, singulière et intéressante parce que je pense que tout l'enjeu, c'est de tenir compte des caractéristiques contextuelles et humaines avec lesquelles l'enseignant doit nécessairement composer. Ici, ce que met en avant la collègue, c'est que le longe-côte, c'est une modalité de pratique ponctuelle, éphémère, qui permet de démarrer une séquence. Et à partir de l'expérience qu'elle relate, il semblerait que les élèves y adhèrent, se révèlent nageurs alors qu'au départ ils se déclaraient ne pas l'être, et donc quelque part s'engagent davantage en éducation physique et sportive. Et je pense qu'in fine, c'est bien l'enjeu. C'est bien l'enjeu, et quelque part, ça serait dire, et je pense que c'est important, que les modes d'entrée dans les activités sont déterminants pour cristalliser des expériences qui peuvent être, je dirais, de nature à engager davantage les élèves. Donc là, c'est un peu l'idée qui est développée et je trouve que c'est positif, bénéfique et visiblement, ça répond à des besoins précis. Merci. Alors, on va continuer avec toi, Eric Nogaro. Donc, tu es prof de PS à l'Académie de Versailles et tu appartiens à un groupe et un collectif qui a
travaillé depuis de nombreuses années, tu disais presque plus de 20 ans maintenant, qui a accumulé une expérience sur les élèves à besoins particuliers, sur les INAP, sur les élèves en situation de handicap. Et dans cette réflexion sur cette soirée, quand on a échangé ensemble, vous avez, et toi tu as l'originalité d'avoir une autre façon d'entrer et de résoudre cette question-là. C'est pas mettre des cours de PS en plus ou à côté des cours existants. C'est pas nécessairement en travaillant sur des projets particuliers, mais c'est des adaptations au sein des séances d'éducation physique sportive. Donc, je te laisse un peu plus présenter peut-être la commission à laquelle tu appartiens, vous avez mené ce travail, et nous dire un peu, nous relater comment ce que vous proposez par rapport à ces élèves inaptes, partiels, totaux, dans vos cours de PS. Alors, quand je suis arrivé dans l'Académie de Versailles, j'arrivais de Créteil où j'avais commencé à travailler sur les élèves asthmatiques, étant moi-même grand asthmatique, d'où mon intérêt au départ sur la question. Et quand on a intégré l'Académie de Versailles, il y avait beaucoup d'enseignants qui venaient du lycée Toulouse-Lautrec, où là, il y avait une infrastructure qui accueillait valides et non valides. Et donc, il y avait une réflexion et un gros travail de fond qui avait été mené où on partait, je dirais pas de l'inaptitude, mais du potentiel. Et en fait, ça change toute la philosophie qu'on a après, même pour les élèves après inaptes partiels. Et on parle plus de distance. Parce qu'en fait, on part d'un potentiel présent et c'est sur ça qu'on va s'appuyer, pas sur le handicap. Et donc, ça a changé un peu la philosophie, un petit peu du travail. Donc, notre but dans le groupe, c'est de proposer des adaptations, des évaluations, notamment pour le bac, par exemple, ou même pour d'autres collègues qui voudraient mettre en place des épreuves ponctuelles, et d'aider ces collègues à valider une certification qui soit en conforme, j'allais dire, au texte officiel, qui soit aussi adaptée, je dirais, au potentiel des élèves qui souhaiteraient passer ces épreuves-là, mais en même temps qui soit équitable, c'est-à-dire qu'elle soit pas trop facile non plus, pour qu'il y ait une équité entre les évaluations, je veux dire, entre les valides et les moins valides. Et donc voilà, et donc ça c'est le travail. Et après, on est là aussi pour donner conseils, des retours. Et de fil en aiguille, moi je suis arrivé, je n'ai pas, je dirais, je suis pas issu d'un établissement où on travaille uniquement sur le handicap. Et donc, on se disait, mais pourquoi dans ce groupe-là, on est tout le temps en train de travailler sur des élèves, on essaie de leur trouver des solutions pour qu'ils puissent pratiquer au maximum, et que nous, on n'arrive pas à le faire chez nous. Et qu'est-ce qui manquait un petit peu? Et c'est cette philosophie-là qui commence à venir. C'est-à-dire qu'on part du principe que tous les élèves peuvent faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on donne une distance, on donne une distance parce il y a un moment, à un moment donné, un élève peut faire quelque chose de moins, alors qu'il a toujours quelque chose à faire. Et donc, sur le diaporama que je vais mettre un peu dessus, c'est la culture, c'est on peut faire. Et quand on va sur le deuxième stade, moi, je vois pas un fauteuil roulant sur la deuxième stade. Quand on peut voir si ça tourne, voilà, ça va venir. Donc, ça part pas. Bon, je vais montrer. Je vois pas un fauteuil roulant. Je vois une personne qui a des bras, qui peut jouer au basket, qui peut courir. Tout à l'heure, je vois, voilà, je me dis, là, je peux faire quelque chose. Il a un potentiel, je vais utiliser ce potentiel, on va faire quelque chose. Et ben, l'élève dispensé, je peux pas lui dire ça. Je lui dis, tu es inapte partiel. Tu t'es venu à l'école. Je dis, c'est inconcevable de dire à un élève, tu peux pas venir en éducation physique, alors que ce matin, t'es marché pour arriver jusqu'en cours dans la cour de récréation avec tes camarades. T'es monté 2 étages pour aller dans ton bâtiment pour aller en cours. T'es redescendu au deuxième étage. Tu as été manger à la cantine. Tu reviens et on te dit que tu as pas le droit de faire d'éducation physique. C'est une aberration. Le médecin, il dispense d'une pratique physique alors qu'il en a déjà fait toute la journée avant d'arriver dans notre cours. Donc, quelque part, c'est montrer aux parents aussi que ce qu'ils font, c'est pas normal. Je veux dire, si vraiment il est dispensé d'éducation physique, il va pas à l'école. S'il doit marcher, donc l'idée, le concept, c'est de se dire qu'à partir du moment où un élève peut venir à l'école, il peut venir en éducation physique et sportive. Après, la démarche, elle est un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une réflexion pour que tout soit équitable. Il faut que l'élève puisse s'intégrer. Et là, je parle d'inclusion parce que mettre à côté, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc, dans mon établissement, on a commencé à travailler en groupe sur chaque activité pour préparer déjà en amont des activités. Et c'est-à-dire que quand un élève arrive, on lui dit, bah, tiens, si tu as telle pathologie, peut-être que tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et ce qui fait que, progressivement, eh ben, l'élève n'a plus dispensé chez nous. La vie scolaire ne sort plus les élèves du collège. Euh, Pareil, dire à un parent, on lui doit ces 2 heures de PS. Donc, si vous autorisez un élève à dire, bah, tu peux revenir à 10 heures
Parce que là, ta VEPS est dispensée, t'arrives qu'à 10 heures. C'est déjà mentir. On lui doit ces 2 heures. Donc, si vous dites à l'élève, bah, tu vas en permanence à 8 heures jusqu'à 10 heures, bah, peut-être qu'il préférera l'après en EPS. Et que, voilà. Ensuite, il faut aussi que derrière, ces idées-là, on n'ait pas l'idée de faire porter un sac à un élève inapte. On n'est pas là pour lui donner juste la caméra pour filmer ses camarades et dire c'était bien. C'est lui donner un rôle, participer. Et dans la commission APS adaptée, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une personne qui était là, qui disait, moi, je pars pas de l'élève, je pars, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui pourrait faire? Ah, j'ai 2 fauteuils, j'ai un banc, j'ai un treuil, j'ai une poulie. Qu'est-ce que je peux aménager pour arriver? Et on arrive à des solutions qui sont fantastiques. Moi, Mais ouais. Eric, bon, je t'entends sur l'idée générale. Maintenant, on est prof de PS, tu as au mieux 24 élèves, parfois jusqu'à 33, 34. Et concrètement, ça veut dire que toi, tu dis quand un élève il est inapte, il arrive avec un certificat médical, il peut y en avoir un qui est blessé à la main, l'autre qui est blessé au pied. Tu es dans une séance. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que ça veut dire au quotidien, ce que tu es en train d'évoquer, d'un point de vue pragmatique? Comment vous êtes pris dans votre équipe? Vous proposez quoi? Comment ça se Par passe? exemple, moi, je fais voler. Je suis en cycle avec des troisièmes. Concrètement, j'ai un Osgood-Shatter. Donc, problème de genou, il peut pas sauter, il peut pas se déplacer. J'ai une jeune fille qui s'est fait opérer du dos, qui peut pas non plus. Donc, moi, j'ai un banc que je place contre les poteaux. Ils sont assis, ils sont passeurs, ils sont dans l'équipe. C'est-à-dire que là, j'ai une personne qui leur fait une passe, ils font la passe au filet, donc ils sont en position de passeur sur le banc. Le banc, il est sécurisé, donc ça, il faut y penser, parce que quand on réfléchit à ça, c'est-à-dire qu'il faut que les conditions soient aussi sans risque pour les personnes, puisque on est là quand même pour ça. Et donc, ils participent au cours. Ils font la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'une une véritable inclusion, c'est à partir du moment où on propose un contenu qui est identique, je dirais, au groupe, c'est-à-dire qu'ils pratiquent avec, et ils ont les mêmes chances de réussir. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais un basket avec une personne qui est assise sur un fauteuil et une personne qui est debout, la chance de réussite, elle n'est pas du tout la même. La personne qui est debout, elle est plus proche du panier. Donc, vous mettez 2 paniers et là, on a les 2 mêmes chances de réussite. Et donc, on arrive à construire. Mais ça se construit à l'avance. C'est-à-dire que la panique, je dirais, du professeur, c'est quand on lui arrive le jour même et qu'on lui dit, ah, bah là, j'ai une personne qui a une entorse. Il peut pas. Là, j'ai une personne qui a un doigt cassé. Il peut pas. Et là, c'est un peu la panique. Et ce qui est compréhensible parce qu'on a préparé un cours, on aime bien que tout se passe bien, on sort de sa zone de confort en tant qu'enseignant et c'est compliqué aussi. Donc, de ce côté-là aussi, il faut amener à décomplexer le professeur de PS. On n'a pas toujours les solutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va travailler pour trouver la solution. J'arrive avec un élève, je peux pas l'avoir sur le bord de la piscine parce que je peux pas, dans les conditions de sécurité, surveiller à la fois les élèves dans l'eau et avoir un élève dispensé qui sera en train de travailler à côté. Donc là, pour l'instant, tant que j'ai pas la solution, on la cherche, on la travaille. Et donc, dans ce cas, comme je dis, c'est une démarche un peu flexitarienne, c'est qu'on y va petit, petit, tu vois. Si on peut, on le fait et ça marche. Par contre, le fait de savoir qu'à chaque fois qu'on peut proposer quelque chose, les parents ne demandent plus la dispense. Moi, je reçois sur le NT, maintenant on est numérisé dans la clinique de Versailles. Alors ça, est-ce que vous pourriez prendre en compte que mon fils s'est fait une entorse au foot hier soir? Ils vont plus voir le médecin. Ils savent qu'on peut leur proposer quelque chose et qu'on va adapter en fonction. Il y a eu une crise d'asthme la veille. J'ai des parents maintenant qui vont plus chercher le médecin en disant il est asthmatique, il doit ça. Non, on va adapter. Et le fait que ça soit culturel dans l'établissement, qu'on l'ait habitué, les élèves, les parents, la vie scolaire, et ben en fait, au fur et à mesure, on commence à diminuer ces fameuses dispenses et à avoir des élèves qui vont participer quelle que soit l'activité. Donc, tu dis que vous avez construit avec ton équipe Oui. c'est des fiches. Est-ce que tu Ouais. peux... Bah en fait, on prend chaque activité, activité, et on dit voilà, qu'est-ce que tu peux proposer. Et donc là, je suis en tennis de table, il peut pas marcher, bah il y a des fauteuils, il y a des bancs, on le met là. Par contre, on contrôle, j'allais dire la dynamique des échanges pour qu'il n'y ait pas de risque si la personne doit pas se baisser pour attraper quelque chose. Donc voilà, ça peut être de jouer de la main gauche. Vous avez une main droite qui est inutile, bah jouez de la main gauche. Donc voilà, vous avez des élèves à qui on met des balles en mousse. Je fais voler, voilà, toutes ces petites choses qu'on a trouvées que l'académie aussi a cherché, hein, parce que la commission elle a travaillé avec plein d'idées, elle a fait des documents dessus où on a proposé, on peut adapter des solutions, le matériel fait partie des adaptations qu'on peut avoir et on met ça, c'est écrit. Ce qui fait que le collègue quand il a un élève il a une petite banque de données. On l'a travaillé ensemble, on l'a vécu ensemble, et puis il peut s'appuyer dessus pour travailler dessus. Et le fait de l'avoir à l'avance, déjà, ça rassure, ça permet déjà d'anticiper. Voilà.
Donc, on partagera, vous avez réalisé plusieurs documents à l'Académie de Versailles là-dessus. Où, il y avait encore, il y a pas longtemps, des stages de formation, hein, pour les Bah, on en collègues. refait un normalement au mois de mai. Donc, D'accord. courant mai, on le refait chaque année. Voilà, donc Donc voilà, il y avait, on va dire, des moyens qui étaient encore présents avec la modification de la formation. c'est compliqué, Sur oui. le temps de vacances, ça risque de devenir de plus en plus compliqué pour que On les a collègues, reculé. voilà, puissent C'est un continuer de se combat, former. voilà, Voilà, c'est vrai qu'autour de ces politiques d'inclusion, ce qui ressort très fortement chez les collègues, c'est que ils veulent bien s'y engager, ils sont prêts à y aller, mais que les conditions d'enseignement, souvent, avec le nombre d'élèves par classe, le peu d'accompagnement de moyens, finalement, on identifie une résistance des collègues, mais qui est surtout due à une situation en éducation physique et sportive qui déjà fonctionne à flux tendu, parce que, comme tu disais, faut du matériel, il faut du temps pour réfléchir, pour travailler. Et ça s'improvise pas. C'est un long processus. C'est sur le long terme, et puis c'est une conception à changer aussi. Parce que c'est compliqué de demander à un professeur de sortir de sa zone de confort. Il a préparé sa séance, il a ses élèves, il a sa séquence qui est prête, le nombre de ballons, et tout d'un coup, il voit arriver deux élèves qui ne peuvent pas faire ce qu'il a prévu. Et ben aussi, c'est changer les groupes, c'est être capable de rebondir, c'est pas forcément évident. Donc, c'est aussi une prise de conscience, de se dire, bah, je vais être en difficulté, et de l'accepter. Mais d'être dans la difficulté, ça dit pas qu'on est un mauvais prof ou un bon prof. C'est juste dire qu'on, justement, on se pose la question de comment améliorer. Et je dirais, tout comme on a dit, l'élève, c'est un potentiel qu'on doit aider à s'améliorer, à se développer. Bah, le prof, c'est la même chose. C'est un potentiel. Je dis pas qu'on est bon un jour ou mauvais un autre jour. On est là aussi pour progresser. Et ça nous fait progresser. T'es dit un peu même question par rapport à ce que donc là, c'est vrai que tu proposes un renversement hein, en parlant des potentiels des élèves. Même remarque, même questionnement, pardon. C'est ce type d'expérience par rapport à toi, ce que tu avais pu travailler en relation avec les collègues de Rennes, ça résonne comment? Ah, ça résonne positivement parce que je pense que tout l'enjeu, c'est d'essayer d'être intelligent avec les moyens dont on dispose. Là, en l'occurrence, Oui, ça. Eric propose des adaptations matérielles qui permettent aux élèves de pratiquer en tenant compte des incapacités fonctionnelles qu'ils présentent. Et je pense que c'est ce type de démarche vers lesquelles il faut tendre. Si et c'est un peu l'enjeu en fait du travail qui a été conduit initialement par Sophie Chat et Isabelle Couédon. Si nous arrivons à disposer de certificats médicaux renseignés par les médecins présentant des incapacités fonctionnelles identifiables et identifiées, à partir de la formation engagée dans les dispositifs de formation initiale, les enseignants d'éducation physique et sportive, avec de l'inventivité, avec justement des réseaux ou des dispositifs de réflexion qui peuvent se mettre en place, ont les compétences requises pour proposer des adaptations, alors qui sont parfois plus ou moins bien senties, mais qui permettent aux gamins d'être inscrits dans une continuité motrice, une continuité de pratique. Et je pense que c'est ça l'enjeu. C'est qu'à un moment donné, les élèves qui sont inaptes partiels puissent néanmoins pratiquer en éducation physique et sportive sans s'exclure des cours d'éducation physique pour pouvoir vivre avec les autres ce qu'ils ont à vivre comme expérience et comme émotion. Et si nous sommes capables de réfléchir collectivement à cette question, eh bien, on sera capable quantitativement d'augmenter la participation des élèves en classe. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu et le sens des réflexions à mener. Merci Teddy, merci encore à tous nos invités et à la diversité qu'on a pu avoir ce soir, et d'expérience et de regard. Finalement, le thème des dispenses en éducation physique et sportive a révélé une des marges de l'éducation physique et sportive. Pour reprendre les mots de Godard, c'est la marge qui tient la page. Et donc, espérons que cette soirée-là puisse faire en sorte de lancer une réflexion, un travail pour que l'éducation physique continue d'être pour tous et toutes, quelles que soient les aptitudes, les potentialités, un droit qui ne soit pas altéré par finalement une interdiction qui serait donnée sans réellement justification, puisqu'on l'a bien vu qu'il y a de nombreuses possibilités d'adaptation. Prochaine soirée sur qui est contre la CP5 au mois de janvier. Passez de bonnes fêtes et à bientôt.
ça veut dire quoi EPS? Physique sportive. Physique sportive.